Alors aussi n'achète qu'un nouveau skatepark. L'hiver, nous avons plusieurs patinoires extérieurs et nous avons même eu droit à un carnaval d'hiver qui se donnait lieu la fin de semaine dernière, où les enfants ont pu patiner, glisser et assister à de nombreux spectacles. Plus important encore, Verdun pose des gestes concrets pour inciter les jeunes à s'impliquer. Le 4 octobre dernier, j'ai eu la chance de devenir maire d'un jour. C'est une initiative du maire de Verdun et de son équipe, qui offre cette possibilité à un jeune chaque conseil d'arrondissement ou presque. J'ai pu rencontrer les gens qui travaillaient à l'hôtel de ville et connaître leurs fonctions. J'ai rencontré les élus et participé à la réunion préparatoire du conseil d'arrondissement. J'ai finalement assisté à la réunion du conseil d'arrondissement, ce qui m'a permis de mieux comprendre la démocratie municipale. C'est à cette occasion que j'ai connu le conseil jeunesse de Verdun. Verdun est le premier arrondissement de la ville de Montréal à avoir son propre conseil jeunesse. Il est composé de jeunes verdunois de 12 à 25 ans qui conseillent le maire et les élus sur les questions qui touchent les jeunes. J'ai eu l'opportunité d'assister à quelques séances du conseil jeunesse à titre d'observateur. J'ai adoré cette expérience. Je suis très impatient d'avoir 12 ans pour poser ma candidature. Le conseil jeunesse de Verdun vient de déposer son premier avis à la dernière séance du conseil d'arrondissement. Le conseil jeunesse propose la création d'un pôle jeunesse près de la plage qui devrait voir le jour cette année. Oui, nous les jeunes, nous avons une opinion et des choses à dire. Consultez-nous, écoutez ce que nous avons à dire, impliquez-nous dans vos comités, faites-nous une plus grande place dans vos structures et dans vos décisions, ne le regretterez pas. Mais pour changer véritablement les choses, il faut travailler en équipe. À l'école, on nous apprend très tôt à travailler en équipe. Même si ce n'est pas toujours facile, il faut mettre nos forces et nos efforts en commun pour accomplir de plus grands projets. Aujourd'hui, je vous invite à faire la même chose. C'est lorsqu'on travaille ensemble et qu'on regarde dans la même direction, avec les mêmes objectifs, qu'on arrive à accomplir de belles et grandes choses. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée, en espérant que de vos projets pour les jeunes résulteront de vos échanges et réflexions. Laissez-moi maintenant vous présenter M. François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. Merci beaucoup, Benjamin. Est-ce qu'il est charmant ou pas? Je dois avouer que j'étais très impressionné quand on l'a eu maire d'un jour au conseil d'arrondissement. Effectivement, Benjamin, tu as résumé un peu notre politique, la place qu'on laisse aux enfants dans l'arrondissement, qui est en est un symbole probant aussi de pourquoi on le fait. C'est de voir l'étincelle, la beauté, la joie, le bonheur de ces jeunes dans leurs yeux. Puis quand on laisse la place aux jeunes, ils sont là, ils ont un mot à dire, ils s'expriment de façon exceptionnelle. Puis Benjamin, c'est quelqu'un qui aime s'impliquer. On en a plusieurs dans notre communauté, dans notre municipalité. Puis tous et tous, vous en avez probablement des centaines aussi dans vos municipalités. Maintenant, il faut ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux, puis apprendre, puis les voir et surtout les écouter. Monsieur Martin Tarfo, maire de Varennes et président du Carrefour d'Action municipale et des familles. Monsieur Marc-André Plante, directeur général. On a aussi, je voudrais saluer Mme Fanny Bélanger, directrice de l'Observatoire des Tout-Petits, Mme Julie Destallard, d'Avenir d'Enfants, Monsieur Martin Larocque, acteur reconnu, mais surtout reconnu maintenant beaucoup par l'importance au niveau de la parentalité, l'importance que vous avez, l'impact que vous avez aussi. Mme Erika Duchesne, collègue et amie, responsable de la politique de l'enfant à la Ville de Montréal. Mesdames et messieurs, chers collègues élus ici, présents, et mesdames et messieurs, merci et bonjour. Dans l'arrondissement du Grand Sud-Ouest. Alors, aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir à Verdun. Je suis très heureux que vous ayez choisi de venir faire cette journée qui est pour moi essentielle, qui est une journée, dans le fond, qu'on forge. On est des sculpteurs de l'avenir et on travaille avec la jeunesse étant l'avenir. Et je suis très heureux que vous ayez choisi Verdun parce que Verdun s'inscrit depuis toute notre politique. Dans le fond, la base de notre mouvement politique est basée sur l'avenir, sur la jeunesse et sur ce qu'on peut offrir. Dans le fond,
comme maire d'arrondissement, j'ai toujours dit, la politique, c'est une façon de bâtir, de construire la communauté, la société, mais c'est surtout aussi s'assurer que le terreau soit fertile à l'épanouissement plein et entier de nos enfants. C'est le leitmotiv qu'on a en politique, de s'assurer qu'on puisse changer les choses. Benjamin, il l'a très bien expliqué tantôt, on a beaucoup de politiques qui sont axées, qu'on a créées ou qu'on a changées ou modifiées en fonction des enfants dans l'arrondissement. Et justement, hier, c'est une belle semaine qu'on vit, la semaine de la persévérance scolaire. La journée de la persévérance, pour moi, cette semaine, c'est probablement la plus belle semaine de l'année, année après année. Cette semaine, ce que j'ai fait, en moyenne, 2 écoles par jour dans l'arrondissement pour rencontrer les étudiants, les écoles, le corps enseignant, tous les intervenants. Mais hier matin, en plus, on a décidé, on a fait une grande annonce d'un sommet sur l'éducation à Verdun qui aura lieu le 11 avril prochain. Ce sommet, on en parle souvent, on fait des sommets, on fait des activités, mais ce sommet, principalement, c'est une initiative du milieu, par le milieu et pour le milieu, par les enfants. Alors, c'est une concertation partie d'un mouvement qui est la CDSV, la concertation sociale. Madame Bossy, Patricia qui est ici, j'aimerais qu'on l'applaudisse, ils ont travaillé 2 ans sur ce projet. Et l'initiative, ils ont fait un plan d'action, et dans le plan d'action, il y avait la réussite éducative de nos jeunes. Et on était tellement impressionnés par ce plan d'action que nous, en conseil d'arrondissement, on l'a adopté unanimement, puis on a dit que ça devient notre guide de travail pour la jeunesse et les actions qu'on va prendre à l'avenir. Alors, hier, c'était un des premiers pas, un des premiers jalons qu'on faisait, c'est de dire aux gens, le 11 avril prochain, on se réunit. Mais quand on dit on se réunit, c'est effectivement les collaborations des écoles Lester B. Person, Marguerite Bourgeois qui sont sur notre territoire, milieu anglophone et francophone, mais c'est aussi tous les intervenants, que ce soit les policiers, le réseau Réussite qui vient travailler dans le projet. On a la politique de l'enfant qui va venir soutenir financièrement les initiatives, concrètement les initiatives qui vont être mises en place lors de cette journée. Mais le but de cette rencontre, parce qu'on parle beaucoup souvent, mais il faut passer de la parole aux actes, et le défi est toujours là. Dans que ce soit politique ou dans notre collectivité, c'est de passer de la parole aux actes. Et ce sommet, je voulais qu'on prenne les acteurs parce que une fois que je connais très bien l'arrondissement, j'ai grandi ici, souvent on voyait le milieu, les ressources sont là. Il y a des ressources au CLSC, il y a des ressources un peu partout. On a le centre de pédiatrie sociale, qui est un satellite du Dr. Julien. On a la communauté qui est mobilisée, les concertations, les mouvements. Mais souvent, c'est l'arrimage entre tout ça. S'assurer comment on peut mettre les forces ensemble, qu'on puisse tous pousser dans le même sens, qu'on puisse tous arriver. Et ce sommet est dans ce sens-là. Et hier, c'était beau de voir la communauté tous réunis avec cette même motivation de faire quelque chose qui s'appelle s'assurer que le terreau soit fertile pour l'avenir de nos enfants dans l'arrondissement. Et ça, hier, c'était très touchant. Et juste après la présentation, j'avais des gens de l'Institut Douglas, qui est un institut international de recherche, qui est un joyau à Verdun, qui, normalement, travaille plus en recherche. Hier, sur l'univers, on va voir des spécialistes parce qu'ils ont un centre de recherche pour les troubles de TDAH, des diagnostics précoces. Ils ont dit, on va vous fournir des chercheurs avec vous pour votre journée, on va venir vous aider aussi. Alors, c'est ça, se mobiliser, c'est ça une concertation. Puis on ne peut pas réussir seul sans la concertation. C'est ensemble qu'on va changer le monde. Hier, quelqu'un disait, ensemble, mais c'est Patricia qui disait justement, ensemble, seul ça va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est vraiment ça le but de cette concertation. Alors, l'arrondissement Verdun applique des politiques pour changer le monde, parce que quand on parle de changer le monde, c'est changer la vie des enfants. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite un beau colloque aujourd'hui, et j'espère qu'il va jaillir des idées merveilleuses et porteuses pour notre avenir, et au plaisir de vous rencontrer dans Jaser à nouveau. Alors, merci, Monsieur le maire, merci, Benjamin. Tu peux retourner à l'école, là. Essaye pas, même, essaye pas. Tu retournes à l'école. Papa, il retourne à l'école aujourd'hui, hein, t'es sûr? Oui, papa, il fait pas, oui. Moi aussi, j'ai des plans. Alors, merci, Benjamin, merci, M. Parenteau. Je m'appelle Martin Larocque, donc je vais animer aujourd'hui, je vais faire le lien entre vous tous, entre les gens qui vont venir parler ici sur scène.
Pourquoi je suis là? Je suis la partie sexy de la journée, tout simplement. Ça prenait quelque chose de beau devant, alors ils se sont dit, allons vers, qu'est-ce qu'on a comme sexe symbole? Scarpellino est pris, fait que bon, on m'a appelé, et ça me fait un grand plaisir d'être là. Vous connaissez mon attachement depuis 8 ans, porte-parole de la Semaine québécoise des familles. J'ai écrit là-dessus. C'est un milieu que j'aime. Je ne le connais pas entièrement. Je le découvre grâce à vous. Je l'apprends grâce à vous. Mais je pense que j'ai un mot en tête parce que j'ai eu une enfance globe-trotteur. Moi, j'ai été élevé en France, en Équateur, en Afrique. Et les Kenyans ont un mot de célébration lorsqu'il y a des grandes fêtes et que le président, même s'il vole tout l'argent, se promène dans les rues. Le peuple, chaque côté, bat des mains, frappe, comme ça, puis il crie « Arambe ». En Swahili, ça veut dire « tous dans la même direction ». « Arambe ». Et c'est magnifique de voir ça, puis je pense que c'est ça le mot aujourd'hui. On fait des t-shirts avec ça. « Arambe ». Donc, j'ai un petit message d'intérêt café-thé. Les salles de bain, si vous sortez ici, sont à l'autre bout complètement. Ça a été demandé plusieurs fois, la loi du café, qui est tant que tu en bois un, puis t'en libères plusieurs. Alors, c'est aujourd'hui une belle journée où il y a... attends, j'ai les chiffres ici, j'ai plus de 150 participants issus de 44 municipalités et arrondissements, une trentaine de représentants de municipalités et d'arrondissements accrédités municipalités amies des enfants, centaines de représentants et d'organismes œuvrant auprès des enfants. Alors, c'est ça que vous êtes ici aujourd'hui. Merci d'être là tous. Et juste avant que je continue, juste vous nommer qu'il y a ici un tableau vert sur lequel on vous invite à répondre à la question « Quelle est la principale attente que vous avez en participant à cette journée? » La petite table de post-it, les crayons sont là. Vous êtes invités évidemment à mettre votre réflexion sur ce tableau-là. Et avant que je présente le reste de la journée, je vais présenter M. Martin Lanfous, président du CAMF et maire de Varennes, à venir vous dire quelques mots. Monsieur Lanfous. Merci Martin. Quelle belle ouverture de commencer par la semaine de la persévérance. Une belle coïncidence de faire ça dans cette même période-là. Martin, je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation de présider et d'animer cette journée-là. Vous devez savoir que je suis un fan inconditionnel de District 31 et je sais que Martin, alias M. Welch, a fait l'aller-retour de Cuba pour venir animer cette journée-là et il y a toutes les raisons du monde d'y retourner, bien sûr. Mais honnêtement, Martin, je ne m'attendais pas qu'en introduction, tu allais te faire damer le pion de cette façon-là par notre super Benjamin. Et ce que je retiens surtout, Benjamin, de ton message, il est très clair. Tu t'attends beaucoup des municipalités et tu t'attends beaucoup du partenariat entre les municipalités et les organismes de nos villes. Et je suis principalement là pour ça. Donc, je veux surtout remercier M. le maire Parenteau. Merci de votre invitation. Et on comprend pourquoi on est ici à Verdun, parce qu'il y a énormément d'activités qui sont dédiées aux enfants. Bien sûr, je veux saluer plusieurs conseillères. Je vois Mme Erika Duchesne de Montréal qui est là. Les employés du Carrefour qui ont fait en sorte que cette journée-là puisse s'organiser et bien sûr les membres du conseil d'administration. Journée d'échange et de réflexion sur les tout-petits. Bien sûr, merci à Avenir d'enfants pour votre collaboration, elle est essentielle. Le Carrefour Action municipale et famille origine de plein d'éléments, mais surtout de la politique familiale. On parle beaucoup de MADA, Municipalité Amie des aînés, MAE, Municipalité Amie des enfants, mais là, on est dans une vocation des tout-petits. Et on a un rôle à jouer comme élu, on a un rôle de leadership, on doit assumer ce leadership-là, et très souvent, on le voit à l'intérieur de nos aménagements. Il y a énormément d'exemples par le maire Parenteau qui ont été énumérés tantôt, mais on a un rôle aussi dans le cadre des saines habitudes de vie, que ce soit dans l'aménagement des parcs, l'organisation des loisirs, la culture, d'activités. Puis Benjamin a donné plein d'exemples qu'il fait triper, lui, dans sa ville. C'est des exemples où nous, comme élus, on a un rôle important pour la mise en place de ces infrastructures-là. Je fais un petit rappel du thème de la journée, le partenariat et la concertation au sein des collectivités. Une alliance gagnante pour les tout-petits. Donc, je vous souhaite à tous une journée prospère. Merci beaucoup.
Lui, il souhaite juste que son père ne bouge pas. Il souhaite juste que son père s'intéresse à la journée. Merci. Merci Verdun, encore une fois, de nous accueillir. Verdun, où il y a le meilleur restaurant turc. Si vous avez la chance sur Wellington, il s'appelle SU. Il y a des brunchs le matin, c'est incroyable. Alors allez là, SU, il faut découvrir ça. Alors aujourd'hui, la journée, il y aura 6 conférences en avant-midi, donc entre nous, que je vais vous présenter à tour de rôle. Puis ensuite, il y aura 8 cliniques interactives durant l'après-midi. Et là, c'est Isabelle qui va prendre la relève. Des cliniques qui seront animées par 12 experts, des spécialistes de certains domaines reliés au thème de la journée, que vous soyez des représentants d'organismes communautaires, des représentants d'une grande ou d'une plus petite municipalité, les thèmes abordés seront vous intéresser, évidemment, sinon vous ne seriez pas là, et susciter votre curiosité. Plusieurs thèmes seront abordés dans la clinique interactive. C'est drôle quand même que vous me parliez de District 31, parce que, tu sais, c'est une journée où on parle de la petite enfance, puis j'ai été accusé de pédophilie, en fait. Et vous sortirez de ces échanges avec des idées plein la tête et des outils concrets. C'est surtout ça qu'on cherche, les outils concrets. Donc, c'est le temps de parler. Puis là, arrangez-vous pas à la fin de la journée pour sortir d'ici à 3h30 et dire « Oh, j'aurais dû le dire. » Non, c'est le temps. C'est le temps. Si vous vous sentez encore un peu, tu sais, durant l'heure du lunch, allez prendre une bière, un vin, un rhum. Le rhum aide beaucoup à penser, c'est extraordinaire. Fait qu'il faut vraiment délier la tête, le cerveau. C'est là que c'est le temps. Profitons-en. Merci d'ailleurs aux organisateurs, encore une fois. Alors, vous allez sortir riche de ces échanges-là. Il y aura une web diffusion des conférences présentées en avant-midi. Pour chacune des présentations qui vous sont proposées aujourd'hui, vous trouverez dans votre cahier du participant un résumé de la présentation, ainsi que les coordonnées des personnes ressources si vous souhaitez obtenir plus d'informations. De plus, n'hésitez pas à vous référer à votre cahier de participant pour prendre des notes. Une section vous est réservée à la fin, okay? Ou sur la nappe, peu importe, mais prenez des notes, OK? Il y aura un horaire assez serré, vous le voyez dans mon ton de voix. Vous serez avisé du temps qui vous reste grâce à une de nos collaboratrices, Magdalena. Magdalena, assise devant la scène, et là, elle va vous montrer des petits cartons sur lesquels il va y avoir 3 minutes, 1 minute. Essayez, s'il vous plaît, de vous en tenir à ça. Après 1 minute, si vous parlez encore, je monte sur scène. Et comme disait Mme Filiatro, je suis un acteur avec beaucoup de présence. Il y aura des courtes périodes de questions après. On va essayer de se limiter peut-être à 2-3 questions, mais juste pour essayer de cerner l'idée de tout ça. Je viendrai ici sur scène vous aider les conférenciers si vous en avez besoin. Sinon, je vais juste être, comme je vous dis, beau à côté. Mais j'upstage. Quand je suis sur scène, j'upstage. Okay? J'aimable. Je suis vraiment beau. Alors, vous vous promenez dans le coin des exposants aussi. Ne vous gênez pas dans le hall durant les pauses, l'heure du dîner. Même la pause, Magdalena va vous montrer les petits cartons. On va se promener en disant Magdalena, c'est quoi ton vrai nom? Anne-Marie. Tu ne connais pas Magdalena, ça ne te dit rien. Hein? Qui est de ma génération? Magdalena, vous vous rappelez de ça? Hein? Oui, OK. Merci, je ne suis pas le seul. Avec la barre pour le 6. Oui, c'est elle. C'est elle qui l'a introduit. Alors, les PowerPoint des conférences seront disponibles sur le site web du Carrefour aussi. Donc, si vous voulez avoir les outils dont on vous parlait plus tôt. Vous êtes prêts? Oui. C'est un peu triste, Commande tes bois. Arambe, embarquez avec moi. Je vais inviter d'abord notre première intervenante, Mme Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des Tout-Petits. Fanny, vous êtes là? Vous elle vient présenter le portrait des Tout-Petits au Québec. C'est un point de départ incontournable pour une discussion pour la journée. Il nous permet d'entrevoir les défis qui nous sont à tous posés au cours des prochaines années. Mme Dagenet. Alors, merci beaucoup, évidemment, de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de vous parler de ce premier portrait des Tout-Petits québécois. Donc, je suis Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des Tout-Petits qui a été lancé, en fait, en avril de l'an dernier. Donc, on va bientôt célébrer notre premier anniversaire. Et avant de me plonger dans la présentation du portrait, j'aimerais vous dire quelques mots sur ce qu'est l'Observatoire, compte tenu que probablement plusieurs d'entre vous n'en ont pas entendu parler. Alors, d'abord, notre mission donc, est de contribuer à mettre en place des conditions pour favoriser le développement et le bien-être des Tout-Petits québécois. Donc, c'est une bien belle mission
Et la façon dont on souhaite atteindre cette belle mission, c'est par un mandat particulier qui consiste à rassembler la donnée la plus rigoureuse qui concerne les enfants âgés de 0 à 5 ans, d'analyser ces données-là pour produire des communications qui visent à sensibiliser tous les acteurs de la société sur les enjeux qui touchent nos tout-petits, et ceci en vue d'animer un dialogue public sur les enjeux qui touchent les tout-petits, mais surtout sur les pistes de solutions, donc sur ce qu'on pourrait faire en tant que société québécoise pour favoriser le bien-être et le développement de nos tout-petits, tout ça en vue d'amener des décisions éclairées de la part des décideurs. Donc, une petite précision qui est à apporter. Donc, on ne produit pas de données, on parle vraiment de données d'enquête populationnelle. On a un tableau de bord, les données nous viennent principalement de l'ISQ, des ministères. Donc, on ne produit pas de données, mais on la rassemble. Vous la trouverez sur notre site internet toutpetit.org et on l'analyse pour vous. Alors, nos différents publics cibles. D'abord, les acteurs d'influence. Donc, qu'est-ce qu'on entend par acteurs d'influence? D'abord, les médias, parce qu'on veut qu'on en entende parler sur la place publique de ce sujet qui est si important. Les conseillers municipaux, politiques, les organisations fédératrices, le milieu communautaire de la santé, les acteurs gouvernementaux, les groupes de citoyens. Donc, finalement, on veut vraiment que la collectivité québécoise se sente concernée par le sujet. Donc, ça fait partie de nos publics cibles. On veut outiller ces acteurs d'influence-là pour qu'ils puissent mieux influencer les décisions qui vont être prises, qui puissent peut-être même influencer l'adoption de certaines politiques, de certaines mesures. Donc, nos autres publics cibles sont évidemment les décideurs, vous n'en serez pas surpris, les décideurs ministériels, bien entendu, municipaux, mais aussi d'autres décideurs qui sont présents dans la société québécoise et qui ont des leviers importants pour le bien-être et le développement des tout-petits, comme par exemple le milieu des affaires, si on pense aux mesures de conciliation travail-famille notamment. Et enfin, les citoyens, parce qu'on veut évidemment que toute la collectivité se sente concernée et l'opinion publique, et c'est quelque chose d'important aussi. Alors, je le disais, on a lancé l'Observatoire en avril dernier. Au cours de la dernière année, on a eu le temps de sortir 2 premières publications dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, d'abord, un dossier thématique qui portait sur le développement des enfants à la maternelle et plus particulièrement sur l'écart qui existe sur le plan du développement chez les enfants de milieux favorisés et défavorisés. Donc, ce dossier-là, on en a parlé en avril dernier, on est revenu un peu sur le sujet à l'automne dernier. Et en novembre, on a sorti le premier portrait annuel des tout-petits québécois, donc portrait qui se veut vraiment une photo de la situation des tout-petits. Donc, pour produire le portrait, on parle vraiment d'un tableau de bord. Puis là, je sais que c'est écrit petit, mais je ne m'attends pas du tout à ce que vous lisiez tous ces petits caractères. Mais simplement pour vous dire qu'on a un tableau de bord qui est disponible sur notre site Internet où on a 80 quelques indicateurs du bien-être et du développement des tout-petits. Et ce qu'on fait quand on publie un portrait, c'est qu'on prend une photo d'une partie de ce tableau de bord-là. Donc, ici, vous avez un petit peu là, à quoi ressemble notre portrait. Et ici, dans le fond, c'est la séquence des portraits. Donc, cette année, puisqu'on a 80 quelques indicateurs, on ne peut pas sortir sur tout ça à chaque année. Vous pouvez bien l'imaginer, ça nous ferait un méchant bottin de téléphone. Et d'autant plus que les enquêtes ne sont pas menées si souvent, donc on voudrait de la nouveauté aussi d'une année à l'autre. Donc, cette année, on a choisi de sortir un portrait qui rassemblait tous les indicateurs qui répondent à la question dans quels environnements grandissent les tout-petits Québécois. L'an prochain, on vous revient avec un autre portrait en novembre qui rassemblera tous les autres indicateurs de notre tableau de bord, soit ceux qui répondent à la question « Comment les tout-petits se portent-ils ?» Et finalement, en 2018, on veut vous arriver avec un indice du développement du bien-être et de l'état de bien-être et du développement des tout-petits Québécois. Donc, un peu un indice du Dow Jones, mais pour nos tout-petits. C'est un chantier sur lequel on a déjà commencé à travailler. Alors maintenant, je vais me plonger dans le vif du sujet, donc les résultats, ou plutôt les faits saillants, parce qu'évidemment, je ne pourrais pas couvrir l'ensemble des données qui étaient dans le portrait. C'est un document que vous pouvez trouver sur notre site internet toutpetit.org, donc n'hésitez pas là, si vous voulez en savoir davantage après la présentation. Mais je vais vous présenter quand même quelques faits saillants qui sont dignes d'intérêt. Alors, 535 490.
Ça, c'est le nombre d'enfants âgés de 0 à 5 ans que compte le Québec. Le nombre de tout-petits a augmenté d'année en année depuis 10 ans, à l'exception de l'année 2015 où une légère baisse a été enregistrée. Le premier portrait des tout-petits Québécois présente d'abord des gains importants qui sont survenus au cours des 10 dernières années. Donc, il comportait son lot de bonnes nouvelles, ce dont on peut se réjouir, et je vais vous en faire part avec quelques faits saillants. Alors d'abord, on a observé une diminution du nombre de la proportion de tout-petits qui vivent dans une famille à faible revenu. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, on est passé en 2004 de 18,5 des tout-petits qui sont dans des familles à faible revenu à 12,9 en 2013. Ça représente 11 000 tout-petits de moins qui vivent dans une famille à faible revenu. Autre élément concernant les conditions socio-économiques dans lesquelles vivent les tout-petits. Donc, une belle diminution du recours à l'assistance sociale, donc c'est un peu cohérent avec la donnée précédente, chez les familles avec enfants âgés de moins de 6 ans. Donc, on est passé de 9,5 en 2006 à 7,9 en 2011, ce qui représente près de 2500 familles de tout-petits de moins qui ont reçu une aide financière de dernier recours. Et là, je vous rassure tout de suite parce qu'on m'a posé la question et j'ai été faire des vérifications et ce n'est pas dû à un resserrement des critères. Donc, il y a vraiment un lien avec l'amélioration de la situation économique. Donc, autre condition sur lesquelles s'est penché le premier portrait, la proportion des mamans de tout-petits qui sont à l'emploi. Évidemment, là aussi, il y a un lien avec la situation économique des familles. Donc, entre 2004 et 2015, la proportion de mères d'enfants de moins de 6 ans en emploi est passée de 73,7 à 77,4 Donc, c'est une augmentation qui est notable chez les mamans avec conjoint toutefois. Donc, une telle augmentation n'a pas été observée chez les mamans monoparentales. Et en 2015, c'était 61,3 d'entre elles qui étaient sur le marché du travail. Donc, on voit tout de suite comment des données comme ça, ça peut nous amener des pistes d'action en tête ou des enjeux, en tout cas, sur lesquels on pourrait clairement se pencher. Et cette donnée-là est particulièrement intéressante parce que, en fait, l'ensemble de ces données sur les conditions économiques dans lesquelles vivent les tout-petits méritent notre attention puisque c'est documenté scientifiquement que les tout-petits qui vivent en situation de pauvreté sont plus susceptibles d'avoir des difficultés au niveau du langage, des difficultés à l'école ou des problèmes de comportement ou de santé. Alors, c'est évidemment, on veut avoir les meilleures conditions possibles pour eux. Le prochain indicateur concerne la scolarité de la maman à la naissance. Donc, là aussi, c'est un indicateur qui est vraiment associé scientifiquement au développement cognitif et langagier des tout-petits, qui est associé aussi à un meilleur état de santé physique. Donc, évidemment, on veut suivre ça dans le temps. Il y a environ 6 des bébés nés en 2014 qui avaient une mère qui n'avait pas terminé ses études secondaires. Donc, ça représente un peu plus de 5100 nouveau-nés. Cette proportion-là a connu une baisse depuis 2008, alors que 6940 nouveau-nés étaient concernés par la situation. Donc, ça fait le tour un peu des faits saillants concernant les gains qu'on a observés au cours des 10 dernières années. Le premier portrait nous révèle aussi d'autres données qui ont retenu notre attention parce qu'on les trouvait un peu plus préoccupantes, soit parce que ça n'a pas bougé beaucoup dans le temps, soit parce que l'ampleur du phénomène est encore, à nos yeux, assez importante pour mériter notre attention. Alors, d'abord, la question du logement. Donc, en 2015, c'est environ une famille avec enfants âgés de 0 à 5 ans qui occupe un logement qui est jugé non abordable. Donc, ce qu'on entend par là, c'est quand le logement, la charge financière du logement, en fait, représente 30 au plus du revenu. Donc, on parle évidemment ici d'enfants qui vivent dans un contexte où il y a une pression économique sur la famille parce que la charge financière du logement est trop importante. Évidemment, bien, ça amène à avoir moins de budget pour d'autres choses, notamment, on peut penser à la question de l'alimentation.
c'est certain qu'1 sur 5, moi, ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, bon, des fois, quand je prends des marches dans mon quartier, on passe devant 5 maisons, ça se fait assez rapidement. Là, puis de dire qu'il y en a une sur ces 5-là qui pourrait être touchée par la situation, c'est quelque chose qu'on a jugé d'assez préoccupant. C'est préoccupant à cause de la pression financière qui est sur la famille, mais aussi la science nous dit que les tout-petits qui vivent dans des logements non abordables sont plus susceptibles d'avoir un retard ou des difficultés au niveau du développement cognitif, langagier et socio-affectif. Donc, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. Il y a la question de la sécurité alimentaire aussi qui a attiré notre attention dans le portrait. Donc, en 2013-2014, c'est environ 8% des familles ayant des enfants âgés de moins de 6 ans qui étaient en situation d'insécurité alimentaire. Ça signifie qu'elles n'avaient pas accès à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante. Et on sait qu'il y a environ 2% des familles ayant des tout-petits qui vivent de l'insécurité alimentaire qu'on dit sévère. Et ce que ça veut dire sévère, c'est quand la famille va réduire son apport alimentaire de façon telle que ça va vraiment perturber leurs habitudes alimentaires. Donc, on comprend que c'est un niveau d'insécurité alimentaire qui est plus important. Évidemment, on voit qu'il peut y avoir un lien là, avec la donnée sur le logement parce que ce qui passe pour payer un loyer trop élevé, bien évidemment, on en a moins pour faire la facture d'épicerie. Et l'épicerie, bien, c'est une dépense sur laquelle on a un peu plus de contrôle. La personne qui nous loue un appartement ou nos créanciers pour une hypothèque ne nous feront pas une réduction un mois parce qu'on a des difficultés à joindre les deux bouts. Alors, le dernier élément sur lequel je voulais attirer votre attention au niveau des données qui sont plus préoccupantes, et là, je le sais, il n'y a personne dans la salle qui a envie de m'entendre vous parler de ça ce matin. Toutefois, je vais le faire quand même parce qu'on pense vraiment que c'est des données sur lesquelles on devrait avoir notre regard si on se soucie du bien-être et du développement des tout-petits. Donc, c'est les conduites parentales à caractère violent. On a sorti ces données-là dans le portrait et je vous dis tout de suite qu'on est en train de travailler sur un dossier thématique qui va sortir en avril où on va examiner la question de la violence de façon beaucoup plus large, là, en incluant les cas de signalement, tout ça. Là, ici, le portrait s'attardait seulement aux conduites parentales à caractère violent. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est, ce qui est considéré comme tel. Il y en a 3 types, en fait, qu'on a regardés. Il y a la violence physique mineure, la violence physique sévère et les agressions psychologiques répétées. Donc, n'ayez crainte, je vais vraiment bien vous expliquer chacune d'entre elles. Alors, la violence physique mineure. Ce qui est mesuré dans l'enquête, c'est est-ce que c'est présent au sein des familles d'enfants de tout petits. Donc, ce qui est mesuré, c'est si ça s'est produit au moins une fois au cours de la dernière année. Si c'est ça qui est mesuré, c'est pas parce qu'on juge qu'au-dessus d'une fois, on vient de tomber dans la catégorie mauvais parents. Donc ça, je veux juste vous le dire. C'est vraiment, ce qui a été mesuré, c'est est-ce que c'est présent ou pas dans les familles de tout petits. Et c'est la façon dont la question a été posée. On se reparlera tout à l'heure des conséquences, OK? Mais évidemment, ça peut varier selon l'intensité, la fréquence et le contexte qui entoure le geste. Donc, violence physique mineure, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, secouer ou brasser un enfant lorsqu'il a 2 ans ou plus, parce qu'évidemment, en bas de 2 ans, brasser un enfant, bien, c'est le syndrome du bébé secoué, puis c'est considéré comme de la violence physique qui est sévère. Taper les fesses à main nue, donner une tape sur les mains, le bras ou la jambe, ou pincer. Puis là, je vous rappelle qu'on parle vraiment de données sur les enfants âgés de 0 à 5 ans. Donc, ce qui a été observé, c'est qu'entre 2004 et 2012, la proportion d'enfants québécois âgés de 0 à 5 ans victimes de violences physiques mineures par un adulte de la maison au moins une fois au cours de la dernière année est passée de 56,2% à 47,8%. Donc, il y a eu une diminution, ce dont on peut certainement se réjouir. Toutefois, n'en demeure que c'est encore un tout petit sur 2, dans le fond, qui serait exposé à ce type de geste-là. Donc, ça représente quand même 223 000 tout petits. Donc, il y a quand même, on peut dire que c'est quelque chose qui est assez répandu et je dirais que la violence physique mineure, c'est sans doute ce qui est le plus observé, en fait, selon les données d'enquête au sein des familles de tout petits. Donc, la violence physique sévère, de son côté, à quoi ça consiste? Secouer ou brasser un enfant lorsqu'il a moins de 2 ans,
taper sur les fesses ou ailleurs, mais avec un objet dur, comme une ceinture, un bâton, donner un coup de poing ou un coup de pied, serrer la gorge, donner une raclée, jeter par terre, frapper au visage, sur la tête ou les oreilles. Donc, en 2012, c'est 4,3 % des enfants québécois âgés de 6 mois à 5 ans qui ont été victimes de violences sévères. C'est par un adulte de la maison, donc ce n'est pas nécessairement les parents. Là, si les grands-parents ou d'autres personnes vivent dans la même maison, ça peut être ces adultes-là aussi. Et cette proportion-là n'a pas changé de façon significative depuis 1999. Donc, ça fait vraiment longtemps, en fait, qu'on se maintient à ce chiffre-là. Ensuite, la troisième et dernière catégorie qui a été observée, si on veut, par le portrait, c'est les agressions psychologiques répétées. Donc, ce qu'on entend par là, c'est par exemple crier ou hurler après un enfant. Donc, je précise, c'est pas élever la voix, c'est vraiment crier ou hurler. Jurer après un enfant, menacer de le placer en famille d'accueil ou de le mettre à la porte, le traiter de stupide, paresseux ou de tout autre nom, ou menacer de le frapper. Et ce qui est mesuré par l'enquête, c'est les agressions psychologiques répétées. Donc, si ça a eu lieu au moins 3 fois au cours de la dernière année. Donc, la proportion d'enfants âgés de 0,5 ans qui a fait l'objet d'une agression psychologique répétée n'a pas connu d'amélioration significative depuis 2004. Donc, c'est un chiffre qui demeure stable. C'est donc dire que 204 000 tout-petits, donc âgés de 6 mois à 5 ans, étaient exposés à ce type de violence en 2012. Pourquoi on s'intéresse à ces éléments-là? Bien, d'abord parce que la science nous dit, il y a des études qui documentent que tous ces comportements-là sont associés à des problèmes chez l'enfant comme la gestion des émotions, des comportements agressifs de la part de l'enfant, l'anxiété, des problèmes de dépression également. On sait également que les enfants qui sont victimes de violences mineures, donc quand je vous parlais tout à l'heure de donner la fessée, pincer, serrer le bras, ces gestes-là qui, bien évidemment, ont des conséquences moins graves sur le coup que la violence physique sévère, c'est quand même documenté que ces enfants-là qui subissent de la violence physique mineure sont de 2 à 10 fois plus à risque de subir de la violence physique sévère. Donc, il y a un risque d'escalade qui est documenté. Et donc, pour ces raisons-là, on a un intérêt tout particulier à suivre l'évolution, en fait, de la courbe sur la violence physique mineure, parce que ça peut être la première étape d'une chaîne d'escalade qui mène à des gestes qui ont des impacts plus importants. Ceci dit, il ne faut pas non plus banaliser la violence physique mineure ou les agressions psychologiques répétées, parce qu'on comprendra que tout dépend de la fréquence, du contexte, et de l'intensité. Et dans certains cas, on peut dire quelque chose, crier quelque chose à notre enfant qui va suffire d'une seule fois pour que ça le marque et qu'il s'en rappelle plusieurs années plus tard. Et de l'autre côté, il y a des petits gestes que, effectivement, un enfant ne mourra pas de s'être fait donner une tape sur la main, mais si c'est le moyen qui est adopté à chaque fois que l'enfant fait un comportement qui est incorrect, de lui donner une tape derrière la tête, de lui serrer le bras ou de le pincer, on peut tout de suite comprendre que si ça fait partie du quotidien de l'enfant, ça peut générer des problèmes assez importants. Alors, ça fait le tour des faits saillants du portrait. Ce que je peux vous dire, c'est que les éléments qui ont retenu notre attention, la raison pour laquelle ça a retenu notre attention, c'est évidemment, parce que soit on n'arrive pas à améliorer les chiffres, ça fait un bout de temps que c'est comme ça, ou c'est des chiffres qu'on juge assez préoccupants. C'est aussi parce que ces chiffres-là portent sur des besoins de base des tout-petits. Donc, effectivement, le besoin de sécurité, le besoin de se loger et le besoin de se nourrir, c'est 3 besoins de base qu'il faut absolument combler pour favoriser le bon développement et l'état de bien-être de nos tout-petits Québécois. Alors, pour nous, c'est des données qui méritent toute notre attention. Merci. Par hasard, quelqu'un aurait des questions pour Mme Dagenet? On peut en prendre peut-être une ou deux. Oui, quand c'est clair? Ils sont bougés. C'est bien? Alors, OK. Merci, Mme Dagenet. Je reste tout l'avant-midi, alors n'hésitez pas si les questions vous viennent plus tard. Alors, très bien. Merci beaucoup. Bravo. C'est fou, hein, quand on parle des enfants, combien on parle des parents.
D'ailleurs, j'ai vu Marie Réaume ce matin du Réseau pour le Québec Famille, qui est un combat qu'on mène beaucoup. Salut, c'est le Marie, la fille aux beaux yeux. Alors, merci Fanny Dagenet. Vous allez voir, je vous le dis, là, Éric se promène, notre photographe. Il est là. Alors, faites-vous-en pas, c'est pour la Ville de Montréal, c'est pas pour Allopolis. Et on va passer maintenant. C'est drôle, ça me faisait penser à une phrase. Quelqu'un disait ça prend 1000 je t'aime pour faire oublier un seul, t'es bien épais. Ça prend 1000 je t'aime pour faire oublier. Je trouve ça très beau. Alors, je vais inviter maintenant M. Juan Torres, professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage, vice-doyen de la faculté. T'es-tu majeur? Oui. De la faculté de l'Université de Montréal, venir parler de la ville dans la perspective de l'enfant au-delà des découpages institutionnels. M. Torres. Trop majeur même, mais c'est gentil, merci. Alors, merci au Carrefour, merci aux organisateurs, c'est toujours un plaisir de participer à ces journées de réflexion. Je suis reconnaissant en fait parce que ça m'efforce à clarifier certaines idées que je souhaite partager aujourd'hui. Et évidemment, ça me sert aussi pour mieux faire mon travail que de former des urbanistes, de former des praticiens de l'aménagement urbain. Donc des gens qui peut-être travaillent avec vous dans les municipalités, dans les arrondissements, dans les organismes de milieu communautaire. Donc j'ai voulu vous transmettre 3 idées. Je voulais me tenir à 3 points. On va évidemment parler des concertations, des 3 approches d'intervention plus précisément. Mais avant ça, je voulais vous parler des coupures, des ruptures. Parce que je pense que c'est ça la principale justification d'une séance comme aujourd'hui et des efforts de concertation qu'on peut déployer. Tout d'abord, on le vit dans nos familles, on l'a vécu personnellement. Il y a des événements très structurants dans notre vie. La naissance d'un enfant, le fait de trouver une place dans une première garderie, un milieu familial souvent. Ensuite, enfin une place en CPE. Ensuite, le prématernel ou maternel, bref, on rentre au primaire. Donc, chacune de ces étapes marque des véritables bouleversements dans notre vie quotidienne. Parce qu'il y a une nouvelle destination, de nouveaux horaires, il faut s'organiser, se réorganiser, réinventer une routine quotidienne. Donc c'est des véritables ruptures à l'échelle comme ça d'une ville, des changements qui sont très structurants dans notre quotidien. Si on le voit à l'échelle vraiment du quotidien, si on le voit à l'échelle d'une journée typique, mais on a ce type de réseaux, des lieux d'origine et de destination. Donc on part de la maison jusqu'à l'arrêt d'autobus, ou la station de métro, le CPE, la pharmacie, on revient, on doit faire les courses, on doit retourner des livres à la bibliothèque. Donc, on a l'avantage d'avoir des milieux de vie, donc des municipalités qui réunissent beaucoup de ressources, qui offrent beaucoup de ressources aux familles, qui offrent beaucoup de ressources aux familles avec des tout petits. En même temps, chaque ressource peut être très bien organisée. Cela ne suffit pas pour que dans l'expérience de l'enfant, dans l'expérience de la famille, il y ait une véritable accessibilité. On le voit, par exemple, à Montréal avec un acteur, par exemple, la Société de transport de Montréal, qui fait des grands efforts pour rendre les services accessibles universellement. Cette accessibilité est utile, est importante, mais elle ne suffit pas. Dans la mesure où, par exemple, on peut trouver entre la maison et l'arrêt d'autobus, ou entre la maison et la station de métro, un chantier mal balisé. On peut trouver des trottoirs qui ne permettent pas la circulation avec une poussette. On peut parler donc d'accessibilité d'une manière beaucoup plus profonde qu'uniquement une question de distance. On peut habiter très près de la ressource, on peut habiter très près des bibliothèques, d'une offre alimentaire riche. On peut habiter tout près de tout ça, mais la distance n'est qu'une dimension parmi plein d'autres dimensions qui déterminent l'accessibilité. On a la question des horaires, des tarifications, on a la question de l'organisation de toutes ces ressources-là. C'est là que la concertation est indispensable. Parce que c'est difficile, finalement, de sortir d'une logique de performance sectorielle. Elle est importante, en fait. Je ne veux pas dire qu'il faut oublier de bien performer et bien répondre aux missions, aux objectifs, et utiliser les moyens que chaque organisme, que chaque structure adopte. Et ça se passe même au sein même d'une municipalité. On a différents services, sport et loisirs, transport,
travaux publics. Chaque service, en fait, existe comme tel parce qu'il a trouvé des routines, une méthode pour être performant par rapport à sa mission. Donc, il y a une logique, finalement, derrière cette spécialisation du travail. Le côté obscur, le revers de la médaille, c'est que cette spécialisation génère en même temps des villes, génère comme on dit aussi, des villes entre les chaises, génère des ruptures. C'est là que c'est important finalement de trouver des occasions pour comprendre la logique d'action des autres organismes, des autres acteurs, et trouver des stratégies pour mieux les arrimer. Pour mieux les arrimer dans la perspective de l'enfant et des familles. Dans le but, en fait c'est un peu ingrat, mais en fait dans le but de devenir invisible. Quand est-ce qu'on remarque qu'il y a un problème? On le remarque justement quand on ne peut pas accéder. On le remarque quand ça ne marche pas. Un peu comme un bon batteur dans un band, n'est-ce pas? Quand on le remarque, ça veut dire généralement qu'il n'est pas bon. Quand on arrive à avoir une expérience qu'on peut appeler des continuités, ou en anglais on utilise le terme seamlessness, quand on arrive à trouver une expérience de continuité dans notre routine quotidienne, ou à travers les années, au fur et à mesure que notre enfant grandit, ben cette continuité est le résultat d'une concertation profonde entre les acteurs. Puis il n'est pas facile à trouver, je le répète, parce que ça change constamment. Ça change constamment, les défis changent constamment, les ressources changent, parfois dans le mauvais sens, donc avec beaucoup de coupures. Les équipes changent aussi, c'est vous qui sont finalement les architectes, les opérateurs de ces concertations. Puis il y en a qui partent à la retraite, il y en a d'autres qui arrivent, il y en a certains qui prennent congé. Donc ces changements, même à l'échelle micro, au sein de chaque organisme communautaire, service municipal, d'arrondissement, etc., tout ça bouge en fait les opportunités de concertation entre les différents secteurs. Donc, on passe à la deuxième partie rapidement. Cette concertation, comment on l'envisage moi? Je la présente de cette manière à mes étudiants en urbanisme. J'explique que, un peu comme on a dit aussi en ouverture de la journée, on peut aller vite si on agit seul, on peut aller loin si on agit ensemble. Donc, on a une action qui peut être ponctuelle, qui peut être très efficace, mais en même temps qui peut perdre de vue cet écosystème dans lequel on agit dans nos collectivités. Donc, il y a deux impératifs, deux obligations. Le premier, celui de concertation des parties prenantes. Et ça concerne non seulement différents services au sein d'une municipalité ou différents organismes au sein d'une ville, ça concerne les parents aussi, ça concerne les enfants. Donc, concerter va beaucoup plus loin que uniquement se parler parmi ceux qui se connaissent. Il faut s'ouvrir à des réseaux improbables, des réseaux auprès desquels on n'est pas habitué en fait de travailler. Réinventer donc notre carnet d'adresses et notre carnet d'invitation quand on essaye de monter un service et de créer un projet pour notre localité. L'autre principe dans l'axe horizontal, c'est l'intégration des domaines. Donc comme je le disais, on a appris à fonctionner de manière très performante par domaine, transport, sport, loisirs, les travaux publics. Ces domaines-là comportent aussi des opportunités de ponts, donc d'hybridation, de combinaison. Et ça, c'est notre défi également, aussi important, c'est-à-dire essayer de trouver tous les domaines qui sont directement ou indirectement affectés par nos gestes. Et vous allez le voir, ça peut être surprenant à quel point un projet, peut-être très modeste d'un organisme, peut avoir des répercussions ou nécessiter ou bénéficier de l'action déjà en cours par plein d'acteurs qu'on ne connaît même pas. Alors des journées comme aujourd'hui sont utiles pour ça, pour essayer de faire ces liens entre acteurs, donc entre différentes parties prenantes, puis ces liens entre domaines d'expertise et de responsabilité, pour arriver à ce que je vous disais, une vision de l'action, non pas comme une série de points, mais plutôt comme une surface, comme un véritable écosystème d'activité et d'action. Ce que je vous raconte, en fait partie des principes d'action préconisés par les organismes internationaux comme UN Habitat à travers la planète. Donc, on est vraiment à travers le monde en train de constater l'importance de cette concertation et de cette intégration des domaines différents. Dernière partie, je voulais vous parler donc maintenant de l'opérationnalisation. Comment est-ce qu'on opérationnalise du coup
cette concertation et cette intégration. On peut, disons, regrouper l'ensemble de possibilités d'action en 3 grandes familles, que l'on peut appeler la planification intégrale, la planification stratégique et l'intervention plus tactique. La première, donc planification intégrale, consiste en fait à adopter, disons, un esprit très exhaustif. On doit identifier tous les domaines, tous les acteurs concernés, dans ce cas-ci par exemple par le développement des tout-petits, puis créer un plan intégral, en fait en anglais on dit comprehensive, un plan qui va couvrir l'ensemble de ces dimensions, l'ensemble de ces acteurs. L'avantage, voilà, l'avantage c'est que c'est systématique, il nous permet vraiment d'identifier parfois des alliances qu'on n'aurait pas pu identifier si on n'avait pas pris la peine de vraiment faire un relevé exhaustif de tout ce qu'on devrait faire pour les enfants. Le problème, en espagnol on dit el que mucho abarca poco aprieta, c'est-à-dire celui qui embrasse trop, sert très peu. Donc le problème c'est ça, c'est que dans la réalisation, dans la mise en œuvre, on peut avoir beaucoup moins d'efficacité que si on adoptait une stratégie qui serait plutôt celle de la planification stratégique justement. La planification stratégique veut dire qu'on identifie quelques axes prioritaires. Alors, parfois, on trouve des plans stratégiques qui se présentent comme stratégiques et quand on cherche les objectifs ou les priorités, on trouve 15 priorités. Ce n'est pas vraiment de la planification stratégique. 15 priorités, c'est comme aucune priorité à la fin. Donc, cette approche suppose un deuil. On doit faire le deuil de plusieurs domaines dans lesquels on ne va pas pouvoir agir, en tout cas pas à court terme, et identifier les quelques milieux, les quelques problèmes, les quelques enjeux, les quelques groupes cibles dans lesquels on va investir. L'idée, c'est de générer des opportunités, c'est-à-dire d'agir à court terme sur les domaines qui vont générer, comme un effet domino, qui vont générer des opportunités pour que d'autres actions puissent éventuellement être menées de manière plus facile, parce que le contexte va changer, parce que la situation va évoluer. Le problème, donc, avec cette approche, c'est lui de l'asymétrie des résultats. Donc, ça veut dire qu'à court terme, on devrait accepter ces deux entre les domaines dans lesquels on ne va pas agir à court terme. Le dernier, c'est une perspective un peu plus opportuniste. C'est l'idée d'une intervention tactique. Vous voyez, c'est des termes assez militaires, n'est-ce pas? Stratégique, tactique. L'approche des tactiques, on utilise beaucoup en urbanisme tactique, vous avez entendu parler peut-être, veut dire qu'on profite d'une occasion. Donc on est un peu tributaire du contexte, mais on profite de cette craque, on profite de l'opportunité, puis on va agir là où on sait qu'actuellement c'est le moment d'investir là-dedans. Le problème c'est ça, c'est qu'en fait on ne dirige pas trop, on fait uniquement... on agit seulement en profitant de certains espaces qui sont générés. Si on le met de manière beaucoup plus atterrie, beaucoup plus concrète dans ce qui nous concerne aujourd'hui, dans notre journée de réflexion, on pourrait voir que dans l'approche intégrale, de planification intégrale, on serait en train de faire une mobilisation de tous les acteurs, de tous les domaines, dans l'ensemble du territoire, dans tous les arrondissements, dans tous les services, donc une planification vraiment complète, le plus exhaustif possible. Dans l'approche stratégique, on serait en train de faire, par exemple, un plan d'action sur certains axes, dans certains quartiers, auprès de certains groupes. Par exemple, je ne sais pas, les tout-petits des familles des réfugiés, les tout-petits de tel quartier, les tout-petits qui habitent je ne sais pas, dans tel type de logement. Donc, le tableau de bord dont on vient de nous parler permettrait justement de prendre des décisions sur où investir en priorité. Le dernier, tactique, se traduirait par exemple par un premier relevé. Qu'est-ce que tout le monde fait actuellement? Qu'est-ce qui se fait déjà? Ah ben, à partir de ce qui se fait déjà, on va simplement investir pour que vous le fassiez plus, pour que vous le fassiez davantage. Ça, c'est comme une approche tactique, c'est-à-dire on profite d'une opportunité. Quelle est la meilleure de ces trois avenues? En fait, la question est un peu mauvaise, en ce sens que ce sont trois outils qui ont des pertinences, des domaines de performances différents. C'est un peu comme demander qu'est-ce que c'est mieux, un marteau ou un tournevis? Ça dépend. Le marteau est super efficace pour clouer, il l'est beaucoup moins pour se couper les ongles, par exemple. Donc,
l'un ou l'autre peut être utile. Peut-être que l'on peut répondre, c'est qu'est-ce qui est le mieux? C'est d'avoir une boîte à outils, c'est de les avoir tous et de les utiliser à bon escient en fonction des objectifs, en fonction des contextes, des pratiques dans lesquels vous opérez, vous travaillez. Donc, pour récapituler, on a un cadre institutionnel qui découpe. On découpe la formation de nos enfants, on découpe les compétences, on découpe nos expertises. Donc, on agit en fonction de cette logique de spécialisation qui nous rend très performants, mais en même temps qui nous déconnecte. Dans l'expérience des enfants, cette déconnexion, dans l'expérience des familles, cette déconnexion se traduit par un manque d'accessibilité. Donc, on a un problème souvent d'accessibilité. Et ce, assez paradoxalement, en fait, parce qu'on peut avoir des efforts très costauds dans certains domaines pour agir, et c'est des actions importantes. Je citais l'exemple de la STM avec l'objectif d'accessibilité universelle, mais je suis sûr que vous en identifiez dans vos milieux ce type de travail très performant, très ciblé, mais en même temps, par une déconnexion entre ces domaines de spécialisation, on peut générer des expériences d'inaccessibilité, donc des frustrations, des pénibilités, qui se traduisent par moins de temps pour les enfants, moins de ressources, moins d'envie en fait de collaborer entre nous. Deuxième élément, donc la concertation, c'est pas évident à réussir. On a ici un groupe de personnes déjà sensibles, déjà intéressées, donc l'important c'est de transmettre ces messages, ces idées, cet esprit d'action à tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, à toutes ces municipalités qui ne sont pas encore amis des enfants, à tous ces collègues en fait qui peuvent même souffrir dans leur milieu de travail. En travaillant de près avec certaines municipalités, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande frustration de la part des employés des différents services, par exemple, dans la mesure où on constatait qu'il y avait des doublages, des redondances, parfois des lacunes, des vides, des angles morts dans nos actions. Comment on peut résoudre cela? Ça demande la communication. Une communication qui est en fait à construire constamment, parce que comme on le disait, ce n'est pas parce qu'on réussit une fois ces concertations dans le cadre d'un projet qu'elle va être garantie pour la suite des choses, pour les projets à venir. Donc c'est un effort continu, celui de la concertation. D'autant plus si on veut intégrer, si on veut inclure dans nos démarches les jeunes, les enfants. Un des problèmes qu'ont les enfants, c'est justement qu'ils grandissent. Donc, qu'il y a des nouveaux enfants à les recruter, à les trouver, à les sensibiliser, puis inviter à participer à ces démarches de concertation. Et dernier point, donc, il y a 3 approches. J'imagine que vous êtes en train d'essayer de vous situer dans quelle de ces 3 perspectives vous vous placez dans vos projets. Je vous invite en fait à ne pas sous-estimer l'importance des autres approches possibles, ne pas sous-estimer non plus la difficulté d'agir dans ces 3 registres, mais les 3 sont d'importance dans cet outil. C'est important d'avoir une boîte à outils la plus complète possible pour être prêt quand c'est un clou qu'il faut clouer ou quand c'est un vis qu'il faut viser. Donc, sur ce, je suis prêt pour des questions, des discussions, et merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Bon, alors, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas de questions? En plus, il est beau, il m'énerve. Est-ce que vous avez des questions, sincèrement? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez spécifier, clarifier, aiguiser comme idée? Est-ce que vous restez avec nous, M. Torres? Bien sûr. Oui, alors il sera là, comme avec Mme Dagenet. S'il y a des questions qui viennent durant la journée, ne vous gênez pas. Merci beaucoup. Right. Alors, muchas gracias, M. Torres. C'est drôle, vous m'avez fait penser à Leonard Cohen. Tu sais, des fois, il faut s'infiltrer dans une petite craque, puis Leonard Cohen disait « There's a crack in everything, that's how the light gets in ». Alors, on fait ça aujourd'hui. Bon, ça va à l'école, Ça, Benjamin, c'est pas qu'ils sont contents que tu partes, c'est leur façon de te dire au revoir.
c'est passionnant. C'est moi ou c'est passionnant? Vraiment, merci, M. Torres. Vraiment, c'était passionnant. Je suis très chanceux d'être là. Merci, Richard, de m'avoir invité aujourd'hui. Alors, on poursuit dans la passion. Alors, j'invite maintenant M. André Thibault, professeur émérite associé à l'Observatoire québécois du loisir et membre du laboratoire en loisirs et vie communautaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à venir nous parler du sujet suivant. Le professionnel en loisirs est-il en train de devenir un professionnel de la qualité de vie? Une réflexion sur la gouvernance municipale. Monsieur Thibault, à vous. J'ai envie de vous ramener chez les Romains, dans la maison des fous d'Astérix. J'ai envie de vous ramener où là, on va retrouver une politique des aînés, une politique de la famille, une politique des tout-petits, un service du loisir, du sport, de la vie communautaire, du développement social. Et ensuite, ben, vous allez vous débrouiller avec ça. Alors voilà la question que, en partant, je pensais avoir un écran, je m'excuse de regarder l'écran derrière, je pensais avoir un écran devant moi. Oui. Parce que, ok, merci, ça va être plus simple. Bon, allez, excusez-moi. Alors, on s'est posé donc la question, comment, devant tous ces multiples facettes, une municipalité pouvait agir. Parce que vraiment, on a créé des silos de façon intempestive, fort intéressant. Chacun, il est très bon. Mais depuis 2 ans, nous, avec des élus, avec des gens sur le terrain, on se rend bien compte que tout ça satisfait chacune des... Alors, M. Torres, vous avez extrêmement démis la table. Et s'il y avait le ciel nous tombait sur la tête, puisqu'on parle d'Astérix, ce que notre jeune invité du début a dit, retenez ce qu'il a dit, c'est ma conférence. Alors, allons-y. Donc, la mission du service de... On dit loisir, mais là, oubliez le mot. Ce service, elle évolue vers la qualité de vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Le deuxième, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Quand on aborde ça, qu'on le fasse pour les aînés, qu'on le fasse pour les tout-petits, qu'on le fasse pour... Qu'est-ce qu'il y a en commun qu'on a à faire? Évidemment, quand on se concerte, il y a une couple de règles à faire, à suivre. Tu sais, vous savez, une première règle, hein, c'est qu'on sache où on va ensemble. La toute première règle. Dans la maison d'Astérix, on a vu ça, même au Québec, dans tous nos services d'urgence, avant qu'il y ait des vraies urgences, on était sur le quant à soi. Sur la mission de l'un et de l'autre, jusqu'à temps qu'il y ait une vraie catastrophe qui nous arrive. Ça a commencé, je pense, avec les pneus de Saint-Amable, si je me souviens bien, où là, on a commencé à dire, ben, peut-être que devant l'exigence, on a appris devant l'urgence d'agir, devant la volonté d'agir. Alors, retenons ça comme règle de base, et pour voir où est-ce qu'on va aller, puis ensuite, ben, tout ça, quelles sont les conséquences pour les tout-petits. Il faut s'excuser aussi à notre jeune invité, je ne crois pas que ce soit un tout-petit. Alors, au cours des dernières années, donc, c'est ce que je dis, trop de chapeaux, trop de silos. C'est les mêmes personnes qui le portaient très fréquemment. Donc, avec toutes sortes de types de compétences que ça requérait, on s'est dit, ben, comment on va arriver dans tout ça? Puis demain, il faudrait ajouter municipalité verte, municipalité ci. Tout est beau. C'est le catalogue complet ou le petit catéchisme, pour ceux qui ne se souviennent plus combien il y avait de réponses. Tu dois te souvenir de ça, t'as l'âge, je crois. Alors, donc, on s'est dit, ben, c'est juste un exemple, je ne vais pas les nommer, mais voilà tous les secteurs qu'on donne à ce même service qui s'appelle communautaire, culture, sport d'excellence. Écoutez, puis souvent les municipalités envoient ça là-dedans. De temps en temps, il y a un urbaniste bien intentionné qui vient donner un coup de main ou qu'on sait interpeller, qui ne fait pas juste des règlements de zonage à changer, on s'entend. Alors, devant tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il faut trouver un sens commun. Il a fallu trouver une façon où, ensemble, et la qualité de vie s'est apparue comme un point de ralliement. Et pourquoi on s'est préoccupé de ça? Il y avait derrière ça une autre question, mais pourquoi on prend l'argent du public? Parce qu'à cette époque de Trump, on peut se poser la question. Vous et moi, dans votre loisir, en fin de semaine, vous êtes probablement allé au restaurant, au spectacle ou ailleurs, probablement où vous avez fait un bon cocooning à la maison. Pas certain que vous avez utilisé des services publics.
Alors, on est la même chose avec nos enfants. Ils ont leur famille, ils ont le CPE qu'on veut tranquillement développer, où on développe davantage souvent le côté privé. Alors, pourquoi? On prend des fonds, on prend de l'argent du public pour ça, parce qu'il y a des objectifs communs. Il y a des objectifs collectifs. Et c'est de ceux-là dont il faut se parler pour trouver comment regrouper tous les silos ensemble. Et puis, au cours des années, bien évidemment, les villes ont changé. Quand on a commencé à faire du loisir, on avait les disciplines, le responsable nautique, le responsable des sports, le responsable, et après ça, les 25 fédérations, tout ce que vous voulez. Et depuis quelques années, les villes ont fait ce que j'appelle le virage populationnel. On a commencé à se préoccuper non pas de discipline de loisir, non pas de champs spécifiques, mais on s'est préoccupé de la population avec, comme je l'appelle, les multiples politiques. Et de l'autre côté, on s'est mis à réfléchir davantage sur notre relation avec la société civile par les différentes politiques de reconnaissance et de soutien aux organismes du milieu. Donc, quand on parle de concertation, ici, on parle de deux types de concertation. La concertation entre les champs d'intérêt, entre les politiques et tout ça, et la concertation entre les acteurs. Je pense on peut multiplier les acteurs, mais si tous les acteurs ne viennent ensemble qu'avec leur quant à soi, ben, on va faire des beaux bottins. Alors, c'est le sens qu'on donne à tout ça. Et vous le voyez, je vais vite un peu là-dessus quand même, mais aujourd'hui, quand on parle du loisir public, c'est un loisir qui ne peut pas exister sans la participation de la communauté. Le loisir qui s'adresse qu'à des individus, Walmart va s'en occuper. On est dans le public ici. Il vise donc des éléments de la qualité du milieu, de la qualité de l'expérience, de socialisation, d'intégration, de sentiment d'appartenance et de santé. Alors, il y a besoin. Par ailleurs, d'un autre côté, la vie communautaire n'existe que par des expériences d'entraide, d'implication, d'engagement social. Et par définition, le développement social, je me souviens, j'étais plusieurs années quand on avait fait le Forum du développement social du Québec, on disait, c'est l'accessibilité, c'est l'équité et c'est la participation sociale. La non-exclusion, l'accessibilité dans tous les sens du mot. Mais voilà, selon ton... Et vous remarquez, quand on les met après l'autre, là, ils s'en vont tous vers un certain... On participe beaucoup à beaucoup de choses, à des objectifs qui sont communs, qu'on va retrouver dans ces deux notions de qualité de vie de la communauté, dans la qualité de vie de l'individu. Qualité de vie de communauté, maintenant, on va parler qu'on se fait un capital social. M. Putnam va dire, c'est la confiance dans les relations. Une communauté, on se fait confiance. On s'est développé des outils entre nous. On a des liens sociaux, on a des ponts entre nous. On peut avoir le quant à soi ou la communauté d'étudiants, la communauté culturelle, mais s'il n'y a pas de pont, la communauté n'est plus là. On est dans des juxtapositions. Alors, que ces liens-là se fassent, que ces ponts-là, dans un climat où on développe notre capital d'expérience, de confiance, dans un quartier qui vient d'être aménagé, tout ça n'existe pas, c'est à construire, vous voyez. Mais c'est le capital social, c'est des réalisations. Quand on dit un capital, c'est du vécu qu'on a ensemble. Et enfin, le capital social, c'est une condition des deux principes du développement social, c'est-à-dire la participation citoyenne dans les deux sens, être présent, vivre dans le milieu et non pas, on parle de la pauvreté sociale dans l'indice Pantalon, ceux qui ont suivi ça, ou de la pauvreté matérielle et la participation à l'appropriation du pouvoir d'agir. Je suis très, très content d'entendre un jeune maire ce matin. Voilà pour des jeunes une appropriation d'un pouvoir, un exercice, un apprentissage de pouvoir. Ça se fait aussi chez les plus petits. On va voir comment on le fait tout à l'heure. Alors, donc, tenir l'initiative, par exemple, la vie associative des gestes en développement, l'initiative des familles, l'initiative des voisins, l'initiative, et ça, je ne l'ai pas dans ce que j'ai corrigé ce matin, qui sera dans le PowerPoint sur le site. Je parle aussi des systèmes de garde en milieu familial. On peut parler des CPE. Mais quand je les vois dans la rue, avec les promener, souvent l'accueil, le milieu n'est pas là,
la sécurité, souvent quand ils se promènent avec le brouette d'enfant, je ne sais pas comment ils l'appellent, excusez-moi. Mais il reste qu'il y a là des expériences, et je vois Solidarité des voisins, j'en ai un près de chez moi. Il faut considérer aussi ces gens-là, ils sont nombreux, je n'ai pas les chiffres, on va aller voir sur le site de l'Observatoire. En fait, assurer la participation sociale, notamment au cours des 30 jours, dans les autres programmes qui laissent de l'initiative aux enfants. Parce qu'une des tendances qu'on a, c'est qu'on laisse de moins en moins d'initiative aux enfants pour des raisons de sécurité, des raisons de contrôle, et ça, je vais y revenir, et pourtant, c'est notre domaine. Alors, des individus, la qualité de vie, en gros, c'est tout simplement la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce qu'on dit? Capacité physique, psychique, sociale d'une personne d'agir dans son milieu et d'accomplir les rôles qu'elle entend assumer d'une manière acceptable pour elle-même et pour les groupes dont elles font partie. Ça veut dire quoi pour un tout petit? Un tout petit, ce n'est pas une demi-personne. C'est une personne complète, en devenir. Et quand vous faites la politique, je travaille sur des éléments d'aînés dans certaines villes actuellement, aux deux bouts du spectre, on est souvent porté à regarder les gens pour les limites, non développées ou perdues. Bien là, c'est pas ça qui doit être notre drive quand on parle de qualité de vie, à certains égards. C'est ce qu'ils sont. L'autre élément, dès lors, le point de vue, assurer la participation sociale, intégrer, valoriser les personnes. L'autre élément, rendre accessibles des programmes, des lieux, des aménagements de qualité conviviale, créer des liens. Donc, avec les tout-petits, créer des liens. L'apprentissage des liens, ça, c'est une job municipale qui répond au même objectif que si on parle de développement social, de développement culturel, de sport, etc. On est toujours dans ces mêmes éléments qui se regroupent, qui se partagent. Acquérir les initiatives, donner du pouvoir, on verra avec qui. Alors pour ça, ben, c'est sûr qu'il faut se concerter. Il faut se concerter, puis je vous dirais que de toute façon, demain, je travaille avec les gens à Chediac pour parler de la concertation entre les villages. Mais c'est déjà présent. Donc, c'est beau, c'est là. C'est comme la neige. On pourrait bien s'en aller à Cuba. Mais non. Il est ici à la neige, elle est là. Alors, dans les faits, le citoyen, il reçoit des services, et vous pourrez ajouter CPE là, dans la liste qui est là. Soit sur le PowerPoint qui suit, de cet ensemble-là. Du point de vue du citoyen, il reçoit des services du réseau municipal et non pas seulement de la municipalité. La municipalité, c'est un levier. Il est responsable de certains modèles. Et vouloir travailler tout seul, parce que souvent les municipalités ont des tendances à dire on a une approche client. Ça va quand c'est le respect des gens, mais ça ne va pas quand c'est des consommateurs de services. C'est très clair, mais c'est de ça. C'est dans les faits, ça. Vous allez au spectacle à l'île des Moulins à Terrebonne, bien, c'est pas la ville qui vous l'offre, mais tout le monde pense que c'est la ville. C'est ça, monsieur le candidat. Ensuite, j'ai appris ça tout à l'heure. Depuis qu'il y a un habit avec rayé, en plus, ça a l'air d'un candidat. Regarde les deux mains, là. Ensuite, on est en train de... Alors, la rumeur, non, il vous la dira. Mais, alors, puis l'autre élément, c'est on l'a fait, nous, à partir des... On a regardé les dollars. Le dollar de service aux citoyens dans tous les champs que je viens de mentionner. Savez-vous qu'il y a 38 cents dans le piastre, comme ils disent, qui vient du temps des bénévoles, de l'engagement des citoyens. Avec les enfants, c'est encore probablement autant. Ça, c'est documenté. Il y a l'argent municipal, c'est 27 de la pièce de service, si on comprend qu'on donne, c'est le réseau qui donne le service. Les OSBL de tout ordre, 24 puis la tarification, quand on paye à des droits, c'est 11 De sorte que, dans les faits, on travaille ensemble. Puis vouloir de dire, changer ça progressivement, bien, ça prendrait, juste pour remplacer les bénévoles, 40 000 personnes au Québec. Alors, comme j'entendais dans certaines analyses, des permanents disent, bien, les bénévoles prennent notre place. Non. On est juste là pour développer les bénévoles.
arrêtons de penser, c'est pas nous autres. Mais il faut travailler avec. Et déjà, travailler avec, on fait du développement social. Déjà, travailler avec, on fait de l'amélioration de la vie communautaire. Puis le jeune, tout petit soit-il, qui rentre dans la collectivité, c'est un futur citoyen, même pas un futur, c'est un citoyen actuel avec sa capacité. Alors, ben, je l'ai mentionné tout à l'heure, la valeur du temps, là, je ne veux pas aller avec les dollars, mais puis en même temps, ben, c'est un indicateur du sentiment d'appartenance, la qualité du milieu. Alors, allons-y pour... Puis de toute façon, la nature même de nos domaines, qu'on parle du loisir public, j'insiste sur le mot public ici, forcément, qu'on parle du développement social ou de la qualité de vie, c'est la nature de nos champs qui suppose qu'on travaille avec, qu'on travaille ensemble. Quand je suis assis je m'assis sur une chaise de ville, puis je regarde ma communauté, c'est ça. Alors, ne pas le faire, dire que c'est trop difficile, ben, c'est comme refuser la neige l'hiver à certains égards. On n'a pas le choix. Je veux dire, on est condamné à avoir du plaisir à le faire à certains égards. Et ça, c'est incontournable. Alors, il faut le réussir, on le réussit plus ou moins. On peut créer nos silos. On est passé des silos disciplinaires dans le domaine de la culture ou du sport à des silos sociaux ou de personnes, mais ça, c'est pour ça que je ramène des objectifs communs qui s'articulent autour d'un certain nombre de choses que j'ai mentionnées tout à l'heure. Alors, les ingrédients de la recette, comme disait à l'époque un certain Pinard, un fort sentiment du besoin d'agir. Et ça complète, je pense, assez bien ce que vous disiez tout à l'heure. Si on ne sent pas qu'il y a besoin de travailler ensemble, on reste c'est d'où ma différence, hein, quand tous les organismes, quand il y a eu la catastrophe, le besoin, il aura sauté dans le sens explosé dans la figure. Mais si on ne le sent pas, si on ne le voit pas, en partant, ça, les études, là, les gens qui ont travaillé avec moi aux études avancées et au doctorat sur les conditions de concertation, au départ, il faut sentir qu'il y a quelque chose à faire et qu'on doit agir. Le deuxième élément, c'est une vision, une cible. Où est-ce qu'on va? Alors, si on ne sait pas où on va ensemble, comment vous voulez y aller? Je peux bien vous inviter à voyager avec moi, puis je ne sais pas où. Bien, là, à ce moment-là, quand on ne sait pas où on s'en va, on met l'accent sur les procédures, sur les façons de faire, sur les... J'ai vu des gens mettre 2 ans, dans un cas, à faire un protocole de collaboration. Mais la réalité auquel ils devaient s'attaquer après 2 ans, ben, elle avait changé quand on finit le protocole. On est peut-être mieux d'agir, faire des erreurs, apprendre puis continuer. Parce que alors si on ne sait pas où on va, je répète, l'accent se met sur les protocoles. Ma mission, ta mission, tu touches pas ci, moi je réponds. Enfin, une transparence dans l'expression des besoins. Il y a des auteurs qui nous parlent dans la logique de l'action collective, qui nous disent, si je travaille avec l'autre, c'est parce que je vais atteindre mieux mes objectifs. Alors, de dire qu'en partant, si je travaille avec toi, j'ai des intérêts à le faire, c'est normal. On va arrêter là de méditer. On va tous t'aider à l'atteindre. Mettons les objectifs qu'on a comme groupe avec l'autre groupe, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut que ça nous donne, et on est là généralement, ce que les théories nous disent, c'est la pratique, c'est que si je travaille avec l'autre, c'est parce que je vais mieux atteindre, en faisant un certain nombre de compromis par ailleurs, l'objectif que je veux atteindre. L'autre condition, c'est des tâches et des compétences convenues. C'est clair. On s'en va par-ci, par-là. Ça évite des fois de se piler sur les pieds. Je vais vite là-dessus. Puis un lieu de résolution de conflits ou d'échange. On appelle ça un nœud. C'est ce que font les entreprises quand ils travaillent en réseau, ce que fait tout le monde. C'est le travail en réseau qu'on fait. On va dire, ben là, voilà comment. Parce que souvent, on fait, en français, on dit des build-up de nos conflits. Ben, ils pensent, en fait, le dessus de table il est plein, il n'y a plus de place sur le dessus. Mais allons-y, donnons-nous des lieux. Voilà un certain nombre d'ingrédients pour une recette. Vous les prenez dans l'ordre ou dans le désordre, mais je pense qu'on ne peut pas y passer à côté.
Alors, les règles, ici, je vais juste vous donner, ça revient un peu à la même chose quand on prend la relation entre les deux. Hein. Il faut, d'abord, il y a des règles de l'art qu'on a reconnues, des règles du jeu qui sont claires, une vision commune. En fait, c'est juste parce que c'est plus cute comme je fais moi, ça, que la précédente, alors je vais aller à l'autre tout de suite. Ah, chez les tout petits, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis assis dans la chaise municipale. D'abord, il faut dire que ma chaise municipale, dans le domaine de la santé et du bien-être, je suis reconnu comme un déterminant de la santé. La ville est déterminant de la santé. Combien j'ai été vite? Oh, c'est bien beau. Parce que c'est là que je développe des habitudes de vie. C'est là que je travaille dans un environnement. Donc, les deux responsabilités de la ville, c'est moins de corriger les carences que de s'assurer que les conditions, appelons-les positives, de vie, de qualité de vie soient présentes. Donc, quand je suis à la ville, je me dis, qu'est-ce qui manque dans les désirs? La ville travaille sur les désirs et d'autres peuvent travailler sur les problèmes. Ce qui ne veut pas dire que c'est étanche. Quand la ville travaille pour loger des itinérants, puis travaille en logement social, on retrouve un peu les deux, là, certainement. Mais au départ, le rôle dominant, je dirais, je répète, sans exclure le reste, de la ville, c'est de créer, on parlait de la personne, les conditions de la personne. La personne n'est pas juste un enfant comme je disais tout à l'heure, ou un adulte, ou un foie malade, ou un cœur malade, ou un pauvre, ou tout ça. C'est un individu, c'est là tout le respect que je lui dois. Alors, si on prend ça comme principe, ben, c'est ce que je viens de dire, elle doit atteindre l'ensemble, mais d'abord, bon, allons-y. Alors, la palette avec les jeunes, la santé physique, comme ville, je veux qu'ils jouent activement. Est-ce que je le fais? Ou est-ce qu'il est tout ramassé ça sur des tablettes? Est-ce que je peux jouer ensemble, développement social? Est-ce que je peux m'exprimer et être impressionné sur mon développement culturel? Est-ce que j'ai compris que mes musées, mes centres d'exposition comme ville, c'est amusant pour les enfants? Est-ce que ça fait partie de mon programme de camp de jour, mon programme de semaine de relâche? L'autre élément, participation. Vous allez me dire, ben, les jeunes, hein? Mais quand on avait un maire ce matin, participation à la décision. Il y a des techniques pour consulter des jeunes, des tout-petits, quand ils voulaient aménager un parc. Vous les connaissez, je vous donnerai l'adresse de monsieur tout à l'heure. Mais c'est ça qu'on fait quand j'ai 5 minutes, je suis rendu à 4. La sécurité, évidemment, l'obsession parentale, qui est importante. Et puis enfin, l'environnement physique. Alors, si on prend ça, puis pour ça, je vous dis qu'essentiellement, ça se fait, du point de vue municipal, par le fait de jouer, qui est un droit reconnu aux Nations Unies. Vous l'avez tous lu dans le détail, le temps que je le montrais là. Vous connaissez, je ne vais pas, avec la composition de cette salle, aller dans les détails sur la capacité de développement de l'enfant que présente le jeu. Non plus, c'est là. Mais on va dire qu'on va jouer pour vrai. Et jouer pour vrai, c'est d'abord, pour commencer, prendre des initiatives imaginées. Il me reste 2 acétates. On est fait pour s'entendre. 2 acétates. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Prendre des initiatives imaginées. Parce que les enfants, ils font juste faire ce que le moniteur leur dit, ou se conformer au module de jeu qu'on a acheté à grand prix, qui nous permet à peu près 2-3 mouvements, des fois un peu plus d'imagination. Je vous conseille l'atelier d'espace cet après-midi. Et réussir. Réussir, je me souviens d'une petite nièce qui essayait de monter sur une planche entre 2, puis elle était là. Vas-y, Sydney, t'es capable. Vas-y, Sydney, t'es capable. 3 ans. Fait du fun, t'es content. C'est ça, jouer, c'est réussir. Découvrir, explorer. C'est peut-être là qu'on a des petites ondes sur l'insécurité, mais quand même, on va en découvrir des choses. Et comment, nous, dans nos programmes, on peut le permettre? Comment on le permet aux enfants qui sont pour toute la journée dans une garde en milieu familial, puis qui sortent sur le terrain, on va y revenir, prendre des risques,
et aussi le faire en famille. Ça, je finirai avec ça. Il y a les parents, aujourd'hui, jouent avec les enfants. On a même des discussions avec les fabricants de modules, par exemple, pour que les glissades avec une espèce de tube par-dessus, on les agrandisse pour que les pères réussissent à passer des fois. Mais ceci étant dit, c'est qu'il faut aller jouer. Souvent, nos parcs sont beaucoup trop aménagés dans le détail, beaucoup trop prédéterminés pour qu'on ait le temps. Essayez d'aller jouer au ballon avec des enfants dans un parc. Il y a des parcs, des fois, dans la zone des petits, vous n'avez pas de place. Donc, il faut, oui, mais que les parents en famille nous ont dit, on y va. Ça m'est arrivé d'aller à une piscine avec mes petits-fils, puis pas avoir le droit d'être proche, d'avoir sur une mezzanine au 3e étage. Parce que la piscine était pensée pour les compétitions, elle n'était pas pensée pour le monde. Alors, tout ça. En famille. Bon, c'est les statistiques familiales, vous allez les retrouver, je ne vais pas vous... Quelques exemples, je termine vraiment. Avez-vous pensé aménager des terrains de soccer pour famille? Quelle différence entre un terrain de soccer pour famille et un terrain de soccer pour ados? Mais pendant que vous avez du soccer, qu'il y a des petits 12-15 joueurs qui jouent, il y a peut-être 20 petits autour dans votre place. On essaie de tenir en discipline. C'est un terrain de jeu, c'est une expérience pour eux. Des modules de jeu par enfant, des espaces verts. Il y a une norme qui est en train de se développer au Québec. Est-ce que tout le monde peut avoir accès à un espace vert dans 10 minutes? Y compris les gens en milieu familial. Oups, excusez. Bon, animation près des milieux, ça va. Alors, est-ce qu'on maintient la tradition? Est-ce qu'il y a des questions pour M. Thibault? Ben voilà, vous avez été clair, M. Thibault. Non, c'est parce qu'on n'a pas déjà la place encore. Mais je sais qu'Adèle avait une question. Adèle? 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 Il y a un Est-ce micro que devant toi. qu'est-ce que tu penses des aménagements de parc, là? Je vous invite à 13h à venir discuter avec moi. Ah, une blague. OK, merci. 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 Bon, alors, ça, on aime ça. Merci. Ça brasse les idées. Mais me fait penser à cette phrase de Fred Pellerin qui disait l'important, c'est de ne pas avoir la bonne heure, c'est que tout le monde est la même. Fred, j'adore ces métaphores-là, ça me faisait penser à ça. Je suis content de savoir que dans les parcs, maintenant, on pense aux tubes où les papas peuvent passer. Il est comme un peu tard, même pas. Merci beaucoup, M. Thibault. Merci pour tout ça. Maintenant, comme dirait Gracien Gélina, le cul en prend pas plus que la tête, il faut faire une pause. Alors, on va prendre 15 minutes. Mais vraiment, on va le calculer, puis je vous le dis, Magdalena va le suivre, 15 minutes de pause. Il y a à boire là, salle de bain là, exposant, questions-réponses sur le tableau vert. À tout de suite. Merci.